de Lia Mesper, la romancière et le poète, et ses romancés sur Chopin et George Sand. Publié en 2022 aux éditions L'Hippocrène. Exergue de Musset. C'était Musset et Sand. De Musset. La raison humaine peut guérir les illusions, mais non pas guérir les souffrances. Musset, confession d'un enfant du siècle. Sand. Jour de pluie, sketch. Il n'est pas dit qu'on pourra jouir impunément des fruits amers de l'expérience. Il faut s'en nourrir en secret et ne pas dire aux hommes tout ce que l'on sait d'eux, car ils vous lapideraient pour se venger de ne pouvoir plus vous tromper. N'avouez jamais surtout la vieillesse de votre intelligence. Ne dites à personne l'âge de vos pensées. Sand, jour de pluie, sketch. Paris le 14 mai 1833. Georges, je reviens de chez la Sublime, exquise de grâce et de charme. Marie est l'amie que je contemple avec admiration, avec étonnement. Vive expansive débraillée. Elle n'est pas précisément belle, elle est pire. Il n'y a personne qui exerce autant de fascination sur les gens. Comédienne hors pair, elle possède ce don de transformer les phrases les plus insignifiantes en sensations. Tout d'abord, lecture de la présentation du livre sur le blog de Lia Mesper. George Sand et Alfred de Musset. C'est Angelina Jolie et Brad Pitt. Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Elizabeth Taylor et Richard Burton. Des couples mythiques dont l'histoire passionnelle et les déchirements sensationnels ont défrayé la chronique de leur temps. Georges, c'est la raison et le sentiment, l'émancipation féminine, la romancière et l'écriture féconde. Alfred, c'est la fantaisie, l'intelligence, la jeunesse, le poète ultra doué. Pendant des décennies, sandistes et mussettistes se sont affrontés sur la responsabilité de leur naufrage. Des livres entiers ont accusé Georges d'avoir été infidèle, tandis que d'autres fustigeaient la conduite d'Alfred. Ici, la parole est laissée aux amants terribles, au plus près de la réalité grâce à leur récit personnel. Ils ont vécu une passion selon leur cœur et leur idéal, ignorant le prude du XIXe siècle, faisant fi de la morale et du scandale. Aucun n'en est sorti indemne. Nous livrant des soupirs et des envolées magnifiques, dans lesquels des générations d'amoureux se reconnaîtront éternellement. Suite de la lecture du début. Donc reprise, des mots nuls dans toute autre bouche, dit par elle, font frémir une salle entière. Elle est animée par des défauts que j'aime et des vertus que je vénère. Jamais un instant de petitesse ou de médiocrité. Son salon était tout encombré de caisses, un vrai chantier. Elle déménageait de la rue Mellet à la rue Saint-Lazare. Cet appartement étant plus spacieux que l'ancien, son mobilier et le contenu de ses malles seront vite casés. À peine débarquée, elle avait déjà réussi à y créer une sorte de sanctuaire de bonnes énergies. Le soleil illuminait l'après-midi. Nous avons pris le thé sur sa terrasse. D'un côté, des jardins, de l'autre, la rue, où s'alignaient des hôtels particuliers et de petites maisons comme la sienne. Merle regrettait le boulevard. Selon lui, l'endroit était trop calme, éloigné des théâtres. Mais Marie était ravie d'avoir de l'espace, de ne plus entendre les cris des ivrognes de la nuit et des commerçants du matin. Elle avait fermé sa porte à tous les importuns. Assise sur une chaise longue, enveloppée dans une merveilleuse robe de chambre en soie bleue, souple et légère, elle se tenait prête à écouter mes chagrins avec attention, son adorable profil tourné vers moi. Elle a ri de ma mésaventure, moi qui la pensais fort pénible et peu glorieuse. En fait, elle m'a soulagée de ma peine et l'a remise à sa place. Très bas sur l'échelle des événements de l'existence, je me croyais une femme expérimentée, mûre. Comment avais-je pu me laisser prendre au piège d'une liaison sans avenir ? Reprise, en fait, il y a écrit Georges au début parce que c'est Georges qui raconte. C'est Georges qui raconte, comme si elle s'écrivait à elle-même. Pourtant, sans amour, qu'est-ce que la vie ? On veut le fuir et sans cesse il revient sous une autre forme que la précédente. On ne le voit pas arriver, il se métamorphose. On se dit que c'est la dernière fois, on y s'insère, du moins je l'étais. Côté Mérimée, m'apprit-elle, on ne se prive pas de raconter que tu es une bégueule. Raconte-moi tout, je serai une tombe, c'est promis. Réponse de Georges.
Un soir de la semaine dernière, nous nous promenions sur les berges de la Seine en bas de chez moi quand il m'a demandé la permission de me dire 3 petits mots sans me fâcher. Je la lui ai donnée. Il me les a dit. Ensuite, nous sommes montés chez moi. Je me suis conduite à 30 ans comme une fille de 15 ans ne l'eût pas fait. Je le connaissais à peine et je suis tombée dans ses bras aussitôt. Il était calme et fort. Sa puissance d'esprit me fascinait. Pendant 8 jours, je crus qu'il avait le secret du bonheur, qu'il me l'apprendrait. Comme il était beau, en haut du grand escalier de l'opéra le soir, de Robert le Diable, portant sur ses épaules ma petite Solange endormie. Je prenais sa dédaigneuse insouciance pour la force qui lui avait permis de triompher de sa sensibilité et d'atteindre la sérénité, un équilibre que j'aimerais tant connaître, moi qui suis agitée en permanence de passion incomprente. Je ne sais pas encore si je me suis trompée, si cet homme est fort par sa grandeur ou par sa pauvreté. En tout cas, Ulysse n'est pas grand-chose. Un hasard mélencontreux a empêché son membre viril de se relever au moment où il aurait dû se dresser. La pesanteur l'a emporté. Marie me regardait avec ahurissement, réprimant un fou rire devant la gravité de mes propos. Je fronçais les sourcils, embarrassée par ma confidence, arrachée par le dépit. J'enchaînais, tentant d'être la plus honnête possible. Je ne sais lequel de nous porte la responsabilité du fiasco, moi qui n'ai pas su adoucir mes façons brusques et impudiques, ou bien lui, incapable de me séduire. De plus, au lieu de rire de sa mésaventure, ou du moins de feindre que tout cela était une maladresse de sa part, il m'a quitté d'une manière plutôt grossière. Il m'a lancé une raillerie amère et frivole. Il n'a pas eu de patience, aucune affection. Il n'a pas su ou pas voulu me comprendre. L'expérience s'est révélée désastreuse. Elle m'a fait remarquer que je parlais comme un professeur de physique. C'est bien de cela qu'il s'agissait, une expérience physique qui avait totalement manqué. Ce devait être de ma faute, moi, austère et presque vierge, désireuse d'oublier les mécomptes du passé et d'explorer des horizons sentimentaux enivrants. Je le suis demeuré et je risque de le rester jusqu'à la fin de mes jours. En bonne amie, elle a tenté de me rassurer et de me consoler. Bien sûr que non, combien d'hommes donneraient cher pour admirer tes yeux noirs éclore d'un baiser cette bouche merveilleuse qui peut proférer les choses les plus intelligentes comme des pires grossièretés. Tu as eu affaire à un piètre amant, voilà tout. Bien, il n'était pas en forme ce jour-là. Quand on entre à l'atelier, il convient d'avoir son outil en bon état afin de besogner convenablement. Il n'était pas en queue et il a été atteint dans son orgueil de mâle. Pas de quoi fouetter un chat. Georges Despoints. Les hommes et les femmes sont vraiment très différents. Peut-être que le sexe revêt une importance moindre pour nous, surtout lorsqu'on a déjà eu des enfants. Peut-être ressentons moins de plaisir qu'eux. Si j'en juge par leur insistance frénétique à finir au lit, je pense qu'ils y trouvent plus de satisfaction que nous. Tu généralises, me dit-elle. Alfred et moi, c'était l'inverse. Comment cela? C'est moi qui, après plus de 2 années d'amour platonique, ai insisté pour concrétiser notre désir. Au début, monsieur le comte de Vigny me traitait comme une duchesse, arrivant en droite ligne de son château de Bellevue, et non comme une enfant de la balle. Il disait admirer la comédienne, une pieuse camaraderie a succédé à l'admiration. Enfin, il a vu en moi une muse, il m'appelait mon ange, mais il ne faisait preuve d'aucune convoitise à mon égard, aucune bousculade. Tu es marié? Depuis quand cet état empêche-t-il un amant? Tu es bien placé pour le savoir. Les scrupules sont vite balayés en la matière et les accros au contrat ne nous font pas peur. Mais le poète semblait goûter les plaisirs de l'âme. Nos conversations étaient irréprochables. Nous nous contentions de tête-à-tête charmants, discutant théâtre, littérature, musique, vie quotidienne. Là, ce doit être Marie qui parle de ses expériences avec ce comte. Chastement épris l'un de l'autre, ils m'écrivaient des vers. Reine des passions qui 2 fois savait vivre, pour vous le jour, pour tous le soir. La volupté intellectuelle était supérieure à l'extase physique, mais elle semblait lui suffire. Mais on ne joue pas impunément avec le feu, la chair me manquait, cela devenait ridicule, je me demandais s'il avait plus de cervelle que de sens. Un soir, je le regardais dans le blanc des yeux, et je les questionnais à brûle-pourpoint comme une plaisanterie. Quand les parents de monsieur le comte viendront-ils demander ma main? Il a tout de suite compris. Vous êtes si dissemblables. Alfred est réservé, compassé dans sa mise et son maintien. Il a l'air froid, mais crois-moi, il est d'une sensibilité extrême. Je n'ai jamais connu pareille exactation entre ses bras. À croire que plus long est le chemin vers le lit, meilleur est le plaisir. Franchement, je n'ai jamais connu l'extase absolue. La frénésie de l'amour est agréable, mais bon, il y a d'autres plaisirs dans la vie. S'abandonner à un homme, se livrer complètement, lui ouvrir les bras et les cuisses, lui laisser faire tout ce que lui conseille son amour et sa lubricité, voilà qui n'est point aisé. Avec mon mari,
Je ne comprenais pas ces ébats grotesques qui finissaient en hystérie chez lui et en soulagement pour moi parce que j'en avais assez d'être prise pour une poche à sperme. Avec Jules, c'était facile, jouissif, il faisait tout ce que je lui demandais et nous nous entendions bien. Jusqu'à il y a peu. Je pense que c'est compliqué d'être en phase avec un amant. Le désir ardent de s'unir ne survient pas au même moment. En ce qui les concerne, il faudrait être perpétuellement disponible et accepter tout le geste, y compris ceux qui ne nous font aucun effet. Et puis, je n'ai pas envie de perdre totalement le contrôle. C'est si vite arrivé de se retrouver grosse. Elle poussa un soupir, les yeux perdus dans le vague. C'est vrai. Hésitante, je voulus poursuivre sur ce chapitre. Je la sais plus renseignée que moi dans ce domaine. Qu'est-ce que tu utilises? J'ai essayé la redingote anglaise, mais c'est cher et peu confortable pour l'homme, restent les éponges. Oui, mais cela oblige à une gymnastique avant et après. Se l'enfoncer comme il faut, laisser le cordon dépasser. C'est pourtant ce qui marche le mieux. Je n'ai aucune confiance dans le coït interrompu. Les hommes peuvent se révéler franchement indélicats à ce sujet, tout comme l'attention à notre plaisir. Certains se soucient plus d'une autre que du leur, d'autres non. Moi aussi j'ai déjà ressenti cet agacement à sentir en moi quelque chose qui ne me procure aucune jouissance. J'ai parfois dû stimuler ma sensibilité. J'ai ouvert de grands yeux écarquillés. Comment cela? Tu n'as jamais fait ton affaire toute seule. Nous ne sommes pas nés d'hier, à 30 ans, des poussières et des enfants. Si, bien sûr, cela m'arrive d'agacer le sous-préfet en solitaire, mais je n'ai jamais osé pendant l'action. À l'entrée de mon intimité, c'est scabreux, et pas aisé. Elle a haussé les épaules. En tout cas, c'est efficace. Ton amant ne s'en aperçoit pas? Personne ne s'en est jamais plaint. Tu veux que je te montre? Suggère-t-elle avec un sourire coquin. Sous tes airs sages, j'ai toujours pensé que tu avais l'air d'attendre le moment où l'on va s'amuser et faire des bêtises. Certainement pas, on nous accuse déjà de saphisme, ce qui est faux, tu le sais bien. Une telle relation serait contraire aux préceptes de Dieu. J'aurais dû rajouter que souvent malade, je souffre de rhumatisme, je n'aime pas particulièrement les choses du corps, j'aime l'exercice, monter à cheval, galoper, cheveux au vent, marcher, parcourir les landes, les prés, les bois, mais c'est surtout le grand air qui me fait du bien, l'oxygène, la présence de la nature et des animaux, je suis mal à l'aise, empoté avec moi-même. J'ai les traits assez bien formés, une taille normale, rien de singulier ou de particulièrement avantageux, somme toute avec des cheveux, des yeux, des dents et aucune difformité. Je ne suis ni laide ni belle, avantage que je considère comme sérieux à mon point de vue, car la laideur inspire des préventions dans un sens, la beauté dans un autre. On attend trop d'un extérieur brillant, on se méfie trop d'un extérieur qui repousse. Il vaut mieux avoir une bonne figure qui n'éblouit et n'effraie personne. Et je m'en suis bien trouvée avec mes amis des deux sexes. Fin d'italique. Je me souviens encore de la première fois où mon reflet m'est apparu dans une glace. J'avais 4 ans. C'était en Espagne, pendant la campagne napoléonienne de mon père. Ma mère et moi l'avions accompagné jusqu'à Madrid. Nous habitions dans le palais de Murat, dont il était l'aide de camp, le plus riche et le plus confortable de la capitale. Notre appartement était immense, luxueux, tout tendu en damas de soie cramoisi, avec des dorures partout qui me paraissaient de l'or massif comme dans les contes de fées. Une de ces merveilles était une glace Psyché où je ne me reconnus pas d'abord, car je ne m'étais jamais vue ainsi de la tête aux pieds. J'en fus effrayée, et je ne me croyais pas si grande. Puis, je me suis mise à jouer avec cette image. Je prenais des poses de théâtre, j'offrais mon lapin en sacrifice aux dieux sur un tabouret qui me servait d'autel, drapé dans une mantille pour figurer la prêtresse. J'arrivais à me persuader que nous jouions une scène à 4. Moi, l'animal et nos reflets. Je leur adressais des saluts, des menaces, des prières. Je dansais devant. J'oubliais complètement que cette figure dans la glace était la mienne. J'étais étonnée de la voir s'arrêter quand je m'arrêtais. Je déteste la coquetterie. Cela me semble une futilité, même si je l'admire chez les autres, et notamment chez Marie, si gracieuse. Autant j'aime la propreté, autant soigner son apparence est une astreinte insupportable. Se priver de travail pour avoir l'œil frais, ne pas courir au soleil quand ce bon soleil de Dieu vous attire irrésistiblement, ne point marcher dans de bons gros sabots de peur de se déformer le cou de pied, porter des gants, vivre enfin sous une cloche pour n'être ni allé, ni gercé, ni flétri avant l'âge, voilà ce qui m'a toujours paru impossible. Voix aiguë égale italique. Enfant, devant mes turbulences et mon manque de soin, ma mère répondait par des moqueries qui me mortifiaient beaucoup. Ainsi, quand elle était mécontente de moi, elle jouait sur mon nom d'Aurore et m'appelait Horreur, injure qui m'exaspérait. Le chapitre des chapeaux et des gants fit le désespoir de mon enfance.
Puis à l'âge où il aurait fallu se soucier d'apprendre à paraître dans le monde, confié à la garde de ma grand-mère après la mort de mon père, j'étais en pleine rébellion contre elle car elle m'empêchait de voir ma mère. Déchirée entre les conditions sociales de mes parents, un noble de province et une fille du peuple parisien, je rejetais la fortune, l'instruction et les belles manières. Cela se réduit, pensais-je, à devenir une belle demoiselle bien pimpante, bien guidée, bien érudite, tapant sur un piano devant des personnes qui approuvent sans écouter ou sans comprendre, ne se souciant de personne, aimant à briller, aspirant à un riche mariage, vendant sa liberté et sa personnalité pour une voiture, un écusson, des chiffons et quelques écus. Cela ne me va point et ne m'ira jamais. Du coup, je me comportais fort mal, ne travaillant guère, courant plus que jamais les chemins, les buissons et les packages avec mes amis campagnards, mettant la maison sans dessus-dessous par des jeux bruyants, jacassant à tort et à travers, tournant à l'enfant terrible. Voyant que je n'avais plus le sens commun, ma grand-mère m'avait alors envoyé à Paris au couvent. Je l'avais assez bien accepté en fait, car j'étais lasse d'être une pomme de discorde entre deux êtres que je chérissais. « Ne me dis pas que tu as de la religion, s'est écriée Marie. Toi qui as quitté ton mari pour ton amant. Je ne respecte pas les règles de l'Église catholique, je ne vais pas à la messe tous les dimanches, d'accord, mais je crois en Dieu, pas au curé. Et si j'ai quitté mon mari, c'est parce que je croyais en l'amour. Dieu est amour, il ne peut pas condamner les mouvements du cœur. » Elle m'a raillée. « Dis plutôt que tu t'ennuyais comme un rat dans ton Berry et que tu as profité de Jules pour venir faire la noce à Paris. »« Non !» ai-je répliqué sèchement. Je voulais être indépendante, gagner ma vie sur les obligations de Nohant et avoir une activité. J'étais intéressée par un peu tout et rien, la philosophie, la littérature, la botanique, la peinture, la musique. J'avais besoin de créer quelque chose. Alors j'ai expérimenté différents domaines et c'est finalement la littérature avec laquelle je me suis sentie le plus en adéquation. Laissons là mes débuts veux-tu. Je suis déjà assez décriée sans que mon ami ne s'y mette. Tu as raison, désolé. Le problème, c'est que cette malheureuse et ridicule campagne autour de cette liaison avec Prosper a aggravé ma situation. Ma réputation déjà peu vaillante est à terre, traînée dans la boue. C'était une ânerie. Je suis plus consternée que jamais, italique. Trop de sensibilité épuise. Parfois je me demande si la vie vaut la peine de la continuer. Tu es forte, tu vas t'en remettre. S'il y a des jours de froid et de peine, il y a aussi des jours de soleil et d'espérance. Je me sens misérable, j'ai l'impression d'être encore plus seule, plus triste et plus désabusée que jamais. Marie a abandonné le thé. Le champagne rend moins triste, a-t-elle proclamé, et malgré sa répétition prévue au théâtre, elle a envoyé sa bonne chercher une bouteille. Quel maladroit ce Mérimée tout de même. Tu ne devrais pas te mettre martel en tête. Tes livres sont des succès, les éditeurs s'arrachent les pages de ton prochain roman, tu vis à Paris sans ton ennuyeux mari, tu devrais te réjouir. Sur ces points, elle n'a pas tort. Grâce à mes travaux d'écriture, je loge maintenant dans un confortable appartement du quai Malaquais. J'ai même pu y faire entrer un piano. Le soleil y pénètre et parfois, comme en ce moment où j'écris sur le secrétaire du salon, le son d'une harpe et le bruit du jet d'eau dans le jardin sous mes fenêtres me bercent agréablement. Je suis au calme, en plein Paris. Et en même temps, le paysage me rappelle la campagne berrichonne. Les grands arbres des jardins environnants forment un épais rideau de verdure où chantent les oiseaux. J'ai été la première surprise de mon succès sacré romancière par les plus féroces critiques, dont Sainte-Beuve et Gustave Planche. Indiana, l'histoire d'une passion moderne et d'un cœur de femme, a provoqué une vive et profonde sensation. En peu de jours, il a atteint sa 3e édition. Balzac a loué mon talent d'observation à la vérité des analyses, même s'il m'a reproché un certain sentimentalisme. Pourtant, je me défends bien de poétiser. Indiana est une peinture fidèle de la société, un récit authentique, bien sûr l'imagination à sa part, mais aucun caprice là-dedans. Mes héros et héroïnes ressemblent au lecteur et à la lectrice de notre société. D'ailleurs, Latouche, au début de sa lecture, m'avait accablé, prétendant que je pastichais Balzac. Trop d'influence réaliste, disait-il. Ce même Balzac qui, lui, me reproche l'inverse, prétendant que mon tempérament ne s'accommode pas d'une esthétique purement réelle. Quoi qu'il en soit, je dispose maintenant de suffisamment de ressources, si modeste soit-elle. Italique, aigu, ça doit être sans doute un extrait de... Chaque fois que c'est italique, c'est que ça doit être tiré de textes de George Sand. Modeste soit-elle. Sans remords et sans contrôle, pour un bonheur d'artiste, pour une aumône bien placée, pour un beau livre, pour une semaine de voyage, pour un petit cadeau à une amie pauvre, que sais-je. Pour tous ces riens dont on peut se priver, mais sans lesquels pourtant on n'est pas homme ou femme, mais bien plutôt ange ou bête. Dans notre société toute factice, l'absence totale de numéraire constitue une situation impossible, la misère effroyable ou l'impuissance absolue. À notre époque, il faut payer pour tout, pour l'air qu'on respire, la lumière qui passe par les fenêtres, le droit d'entrer dans les maisons par les portes, les chaises où l'on s'assoit. Il faut payer pour être. Je mène donc une vie conforme à mes désirs. Une partie du temps à Paris, l'autre à la Châtre. Je suis une femme libre ou presque. Il faut tout de même composer avec mon mari, qui est très compréhensif. Mais cette indépendance si chèrement achetée, il faudrait savoir en jouir. Et je n'en suis plus capable. Mon cœur a vieilli de 20 ans et rien dans la vie ne me sourit plus.
Il n'est plus pour moi de passion profonde, plus de joie vive, tout est dit. J'ai doublé le cap, je suis au port. Pourquoi cet état d'abattement et de découragement? Quand j'entends énumérer les avantages de ma vie, mon ressentiment augmente. Comment ne puis-je me contenter de ce que j'ai déjà obtenu? Est-ce que lorsque l'on a atteint nos buts, insatisfait malgré notre accomplissement, on court après un autre? Je m'aperçois aussi que ces avantages ont leurs inconvénients. J'ai trouvé bien peu de vrais amis dans cette race d'écriveurs, comme dit ma fille. Ce sont toujours des vaniteux, des menteurs. Mes anciens amis sont tous occupés à la recherche d'une position sociale. Je les vois moins et j'ai l'impression de partager moins de choses en commun qu'autrefois. Il m'arrive même de regretter sans dos notre insouciance, notre joie de vivre dans la capitale, nos premiers succès. Il y a 3 ans, tout était nouveau, enthousiasmant, heureux. À Nohant, je m'ennuyais, faute d'avoir une passion. À Paris, la vie agitée et libre, même nécessiteuse que je menais avec Jules, avait chassé bien loin le spleen. Les articles pour le Figaro que la touche commandait ne payaient guère, mais peu importait. Entre berrichons, nous nous rassasions de théâtre, de musée, de concerts. Le spectacle de la société parisienne était l'occasion des observations les plus utiles et les plus amusantes. J'étais convaincue que pour écrire quelque chose de valable, il fallait tout voir, tout connaître, rire de tout. Quelle belle vie, pensais-je, la vie d'artiste. Malgré les difficultés, la paresse et la fatigue, j'étais plus que jamais résolue à suivre la carrière littéraire. Je sentais mon existence remplie, j'avais un but, une tâche, le métier d'écrire s'était emparé de ma pauvre tête, ne la quittait plus. Et cette résolution était indestructible, malgré les défaites, malgré le fait qu'au début mon travail avait été trouvé invraisemblable par les gens auxquels j'avais demandé conseil. Jules m'encourageait, nous écrivions à 2, même si parfois je n'étais pas d'accord avec ces sujets, nous nous sommes bien débrouillés, nous avons connu un certain succès. Parfois je regrette sans dos notre camaraderie travailleuse, ai-je alors confié à Marie. Bon sang, souviens-toi combien tu avais envie de t'en débarrasser il y a quelques semaines. Tu es donc bien bas. Où est-il celui-là d'ailleurs? En Italie, c'est moi qui l'ai incité à voyager pour s'éloigner et m'oublier. Maintenant il est loin, il ne peut plus me consoler, je me surprends même à déplorer. Paris, je ne connais pas le monde, je ne suis qu'une provinciale, certains jours de désespoir. J'ai envie de retourner dans mon Berry et d'y fabriquer des boîtes à thé et des tabatières de spa. Je change de voix, c'est qu'il y a un changement de calligraphie, donc on passe à l'italique. Cela me causera moins d'ennui que la profession de romancière. Marie était outrée de me voir balayer et renier mes victoires, pas loin de penser que j'étais une enfant gâtée, le suis-je. La bonne déposa devant nous le plateau avec la bouteille et les coupes. Marie versa une grande rasade de champagne dans les verres et m'incita à trinquer. « Cela va chasser tes doutes, dit-elle. Il ne faudra pas que cela me donne mal à la tête. » dis-je en attaquant le breuvage. Je suis décidément très déprimée. L'effet du vin n'arriva pas tout de suite. Je repris ma plaintive litanie. Peut-être ai-je peur du succès, peur de le perdre, peur de l'avenir. La touche ne veut plus entendre parler de moi. Ce n'est pas plus mal, affirma Marie. Il te faisait des scènes épouvantables, te disait des injures, te traitait de buse, de cruche d'oie, que sais-je encore, te reprochant de n'avoir pas soif de gloire et point d'amour de l'art, te disant que tu aurais fait des livres admirables avec du temps et des conseils, sous-entendu les siens. Sa remarque si juste me fit rire. Ou peut-être était-ce l'effet grisant des bulles. Selon lui, il aurait fallu que je travaille davantage, que je prenne plus de soin à écrire et me relire. Et pendant ce temps, de quoi vivrais-je? Je ne vais pas attendre que la littérature me donne la permission de vivre. Italique. Pour moi, le métier d'écrivain, c'est 3000 livres de rente pour acheter en sus du nécessaire des pralines à Solange et du bon tabac pour mon foutunet. Fin d'italique. D'ailleurs, peut-être est-il tout simplement jaloux de mon succès. C'est le genre de bonhomme qui se dispute avec tout le monde. Le problème, c'est que, italique, ce succès m'épouvante beaucoup. Jusqu'ici, je croyais travailler sans conséquence et ne mériter aucune attention. La fatalité en a ordonné autrement. Fin d'italique. Il faut maintenant justifier les admirations dont je suis l'objet. Je me demande si je vais y arriver. Un peu honteuse de n'avoir parlé que de moi et grisée par le champagne, je n'ai pas l'habitude de boire à cette heure-ci. Je me suis tue. Elle me resservit. J'étais tellement hors de moi-même que j'avalais encore une coupe. La fine mouche avait envie de tout connaître de ma vie. « Pourquoi t'es-tu mariée avec Casimir? Tu n'étais pas dans le besoin comme moi lorsque j'ai épousé mon premier mari. » Il a su y faire. Après le décès de ma grand-mère, j'étais très jeune. Elle avait prévu une tutelle par un cousin, mais ma mère s'y est opposée et a voulu que je vienne vivre avec elle. La vie était difficile, car parfois elle déraisonnait complètement. J'avais quelques moments de répit grâce à des séjours chez des amis, au Plessis, où j'ai rencontré Casimir. Il ne m'a pas courtisé, il s'est fait entre nous une amitié tranquille, puis un jour il m'a demandé ma main, avec, italique, beaucoup de franchise et de netteté. Cela n'est peut-être pas conforme aux usages, me dit-il, mais je ne veux pas obtenir le premier consentement que de vous seul en toute liberté. Mais je ne veux obtenir le premier consentement que de vous seul en toute liberté d'esprit. Vous me direz dans quelque temps, quand vous voudrez, si vous m'autorisez à faire agir mon père auprès de votre mère. Fin d'italique. Cela m'a mise très à l'aise, il était sincère, il ne me parlait point d'amour, chose qui m'aurait effrayée, mais de partenariat. Il aimait mon air bon et raisonnable.
C'était un discours respectueux et sérieux, j'ai accepté, je voulais être adulte, libre, échapper à ma mère. Plus tard, j'ai constaté que le mariage m'enfermait. Nous avons eu nos 2 enfants chéris, nous avons voyagé, mais cela n'a pas chassé les moments où je ne me sentais pas à ma place comme épouse de monsieur Dudevant. À la Châtre, Casimir est trop prosaïque, incapable d'aimer les arts. Et la culture, il souffre d'un manque de finesse psychologique, il peut devenir rude, parfois jusqu'à la brutalité, et sa conception de l'autorité maritale est très étroite. Il est porté sur la boisson et sur les servantes. Je n'ai jamais cherché à entrer en lutte avec lui, du moins au début. Une attitude de soumission passive s'avère plus efficace pour obtenir ce que l'on souhaite. Je faisais de grands efforts pour voir par ses yeux. Italique. Pour penser comme lui et agir comme il le souhaitait, mais à peine m'étais-je mis en accord avec lui que, ne me semblant plus d'accord avec mes propres instincts, je tombais dans une tristesse effroyable. Au bout du compte, je me sentais lasse d'une gaieté sans expansion, d'un intérieur sans intimité, d'une solitude, que le bruit et l'ivresse se rendaient plus absolus autour de moi, une solitude morale profonde absolue. Tu avais tout de même un domaine à toi, quelque chose pour t'occuper. Je ne savais pas gérer Nohant, j'étais trop dépensière, enfin généreuse plutôt. Je payais trop de gens. J'étais très jeune à l'époque, je ne comprenais pas grand-chose aux affaires. Alors mon mari a repris les rênes, cela l'a occupé, il y a pris goût. Italique. Nous ne nous disputions jamais sur rien, j'ai trop horreur de la discussion. Il avait donc pris tout naturellement l'habitude de me regarder comme une enfant en tutelle. Je devais quémander la moindre dépense personnelle. Il n'était pas avare, il ne me refusait rien. Je ne demandais pas grand-chose pour moi-même, je n'ai jamais été intéressée par la toilette. Mais je devais réclamer, je détestais cela, j'étais asservie à la situation. Si j'avais voulu lui demander de l'argent pour une fantaisie, il me répondit d'accord. Mais ayez de l'argent, faites que Nohant rapporte. Je m'étiolais dans une vie berrichonne, désœuvrée et plate. Mon rôle d'héritière et de châtelaine, malgré ses minces proportions et son imperceptible importance, était contraire à mon goût, à ma logique, à mes facultés. Au bout d'un moment, la révolte muette a grandi et est devenue insupportable. L'équilibre entre les peines et les satisfactions s'est rompu. J'ai senti la nécessité de changer la situation. J'ai pris le premier prétexte venu pour m'échapper. En l'occurrence, j'ai découvert qu'il me considérait comme une femme stupide. Incroyable, toi, la plus vive intelligence que je connaisse. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Un jour, dans un secrétaire, j'ai trouvé un paquet à mon adresse sur lequel il était inscrit « À n'ouvrir qu'après ma mort. Tu penses bien que je n'ai pas attendu d'être veuve. J'ai décacheté. Quel testament? Des malédictions et c'est tout. » Italique. Il avait rassemblé là tous ses mouvements d'humeur et de colère contre moi, toutes ses réflexions sur ma perversité, tous ses sentiments de mépris pour mon caractère. Et il me laissait cela comme un gage de sa tendresse. Je croyais rêver, moi qui jusqu'ici fermais les yeux et ne voulais pas voir que j'étais méprisée. Cette lecture m'a enfin tiré de mon sommeil. Je me suis dit que vivre avec un homme qui n'a pour sa femme ni estime ni confiance, ce serait vouloir rendre la vie à un mort. Mon parti a été pris et j'ose dire irrévocablement. Sans hésiter, je lui ai demandé la permission d'aller vivre à Paris avec Solange, moyennant un arrangement qui me permettrait de revenir tous les 3 mois à Nohant, les retrouver lui et mon fils. Italique. Il ne s'attendait guère à voir un être comme moi se lever de toute sa hauteur et lui tenir tête. Il a grondé, disputé, prié. Je suis restée inébranlable. Il s'est donc laissé fléchir. Il pensait d'ailleurs que je n'y arriverais pas. Selon lui, c'était un caprice dont je serais bientôt lasse. Mon frère, qui était du même avis, m'a dit « Tu t'imagines vivre à Paris avec un enfant moyennant 250 francs par mois, c'est trop risible, toi qui ne sais pas ce que coûte un poulet. Tu vas revenir avant 15 jours les mains vides, car ton mari est bien décidé à être sourd à toute demande de nouveaux subsides. » Ils étaient persuadés que je rentrerais penaud d'un Nohant après m'être fourvoyée à Paris. « Tu vois, fit-elle remarquer, ce n'est pas le cas, tu as réussi, tu avais déjà Jules comme amant, n'est-ce pas ?» Il était bien juste que cette grande liberté dont jouissait mon mari soit réciproque, protestai-je. Il sautait sur les bonnes. Je n'ai guère hésité à le tromper, le savait-il sans doute. À ce moment-là, je m'en moquais. Je suis ainsi faite qu'il me faut du mouvement autour de moi, de la stimulation. Avant Jules, il y avait eu cette passion à distance avec Aurélien, qui m'avait bien occupée grâce à des lettres enflammées, abondantes et de rares et rapides rencontres, mais nous n'avons jamais transgressé notre pacte de chasteté. À l'époque, j'avais encore des scrupules. C'est peut-être pour cela qu'il s'est lassé. Nous étions trop sages. Il n'a pas compris qu'il pouvait me pousser dans ses bras. Vraiment? Je ne sais pas, en fait. De toute façon, il n'est pas un homme sur terre, pas un qui ne se contente à la longue du cœur d'une femme. Et Jules, pourquoi l'avoir fait sortir de ta vie? Certains disent qu'après t'être servi de lui, pour t'installer à Paris et débuter ta carrière d'écrivain, tu l'as laissé tomber comme un vieux chiffon qui ne peut plus servir. J'ai toujours été accablée par les sottes gens. J'ai l'habitude, l'amour ne dure pas, c'est un fait, il s'use, il vieillit. Après nos folles équipées nocturnes, après nos nuits scandaleusement délicieuses, après tant de joie commune dans le travail et les plaisirs, il a commencé à m'ennuyer. Il me reprochait mon succès, mes amitiés, ma liberté. Je crois que parmi ces reproches, il y en a un fondamental qu'on ne supporte pas chez une femme, l'affirmation secrète et obstinée d'une indépendance irréductible. Pour moi, la liberté de penser et d'agir est le premier des biens. Je déteste que l'on me dise ce que je dois faire. J'étais déjà ainsi petite. Je ne sais pas supporter l'ombre d'une contrainte. C'est là mon principal défaut. Tout
Tout ce qu'on m'impose comme devoir me devient odieux. Tout ce qu'on me laisse faire de moi-même, je le fais de tout mon cœur. C'est souvent un grand malheur d'être ainsi fait. C'est souvent un grand malheur d'être ainsi fait. Ton caractère est ton charme. Ton caractère est ton charme à mes yeux, ta plus grande qualité. Pourtant, il me semble avoir usé ma vie trop vite et assez mal. Un mariage médiocre, un amour platonique, une liaison qui a mal fini. J'ai l'impression de courir de désillusion en désillusion et maintenant cette aventure stupide. Finalement, les seuls qui ne m'ont pas déçu, ce sont les enfants, toi et quelques vieux amis. Amitié et maternité, je devrais dorénavant m'en contenter, puiser mon bonheur là où je ne risque pas de trouver du chagrin. Encore que j'ai emmené Maurice pour sa première rentrée au collège il y a quelques semaines, un désastre. Pourquoi ? J'avais attendu avec impatience le moment de l'avoir près de moi, et ni lui ni moi ne savions ce que c'est que le collège. Je ne veux pas médire de l'éducation en commun, mais il est des enfants dont le caractère est antipathique à cette règle militaire des lycées, à cette brutalité de la discipline, à cette absence de soins maternels, de poésie extérieure, de recueillement pour l'esprit, de liberté pour la pensée. Quand je l'ai conduit à Henri IV, les cris furieux des enfants prisonniers à la récréation et les tambours guerriers qui les appelaient au travail m'ont glacé le sang. Maurice était comme moi, partagé entre l'étonnement et l'épouvante. Quand est venu le moment de se séparer, il m'a embrassé, le cœur gros, les yeux pleins de larmes. Alors que je me dépêchais de le quitter, espérant cacher mon propre malaise, il s'est échappé des bras du censeur et est venu s'attacher à moi en criant avec des sanglots désespérés qu'il ne voulait pas rester là. J'ai cru mourir, c'était la première fois que je voyais Maurice malheureux. Heureusement, je ne connais pas ce problème avec mes 3 filles. Et ton prochain livre, est-ce qu'au moins le travail te procure quelque satisfaction ? Pas vraiment, Lélia avance, mais je suis très peu sûre de moi. Je ne peux pas perpétuellement raconter des histoires de femmes mal mariées. J'ai donc choisi un nouveau sujet, je me dis qu'il n'a pas de sens commun. Ce manuscrit traîne depuis 1 an sous ma plume. Je le quitte souvent avec dédain et je le reprends avec ardeur. Il m'est impossible d'empêcher ce roman de m'envahir. À la fois je suis et je ne suis pas Lélia. C'est assez bête, je l'ai faite froide, réservée, orgueilleuse, impuissante à ressentir le plaisir qu'un homme procure, et voilà que j'emprunte certains de ses traits. Voilà que mon roman se transforme en autobiographie. C'est un piège ridicule. Comment t'en sortirais-tu si la comédienne Marie Dorval se mettait à vivre comme les personnages qu'elle incarne sur scène ? Ce serait compliqué, en effet, a-t-elle souri. Avec Lélia, je ne m'attends pas à être couverte de rose. Certains vont crier au scandale, peu importe. De toute façon, le livre se vendra. Il n'est ni pire ni meilleur qu'un autre. Il me permettra de vivre quand je pense que c'est le lot commun des femmes. Être obligée de se contenter des ressources du mari. La première fois que j'ai touché des billets de banque en échange de mes écrits, j'ai éprouvé une des plus grandes et fières joies de ma vie, comme j'aime à dépenser ce que j'ai gagné. Sur ce point, nous sommes semblables, rigola-t-elle. Ma bourse se serre d'effroi quand j'entre dans un magasin de nouveautés. Je me suis livrée à la revue des Deux Mondes pour une rente de 4000 francs, 32 pages d'écriture toutes les semaines. C'est beaucoup et en même temps c'est très bien comme cela. Je n'ai plus le temps de regarder couler ma vie. Mais je doute toujours. Comment prétendre expliquer ou décrire le monde quand on ne se comprend pas soi-même ? Je crois que c'est notre sort à tous. Nous sommes des aveugles et nous devons pourtant avancer dans le monde. Il ne faut pas prêter attention à nos échecs, nos erreurs ou nos défauts. Il faut juste marcher. Tu dois avoir mes raisons, soupirai-je. Le problème est que je suis incapable de légèreté. Je ressens le monde comme s'il pesait des tonnes. Je ressens toujours plus meurtri de mes mésaventures. Le dernier coup est le plus fort sans doute. Il m'ôte en tout cas toute envie de recommencer une nouvelle liaison. La prochaine fois que je rencontre un homme, je lui colle sous le nez une pancarte avec « Amitié » inscrit en majuscule et en caractères gras. Marie est restée dubitative. « Tu dis cela aujourd'hui sous le coup d'une déception. » Je lui ai répété fermement ma résolution avant de la quitter. Il est inadmissible de continuer à agir sentimentalement comme une gamine. Je dois m'obliger à ranger ma sensiblerie au grenier. On ne vit pas de la sorte sans y abîmer ses os. L'amour ne me convient pas plus désormais que des roses sur un front de 60 ans. J'ai besoin de refaire mon courage. Je vais me réfugier dans le travail, seule source de joie. Éviter les déceptions, me consacrer à mes enfants et à mes proches. Cette erreur est la dernière de ma vie. Entre la Sainte Amitié et moi, il n'y aura plus d'obstacle. Paris, le 23 juin 1833, Georges. Le bruit trottinant des fiacres noctambules sur le pavé résonnait encore à mes oreilles lorsque j'ai pénétré dans le grand salon du restaurant. Comptoir d'acajou, miroir doré, tenture rouge et or, un décor anéantissant. Les lumières rayonnantes des chandeliers ruisselants de cire m'ont ébloui. Un léger vertige s'est emparé de mon crâne. Les têtes des convives, déjà attablés, se sont tournées vers moi dans un frémissement de redingotes, de gilets et de chemises en soie. Mon gosier demeurait sec. Je manquais de salive comme une actrice à ses débuts. Pourquoi avais-je accepté ce dîner ? J'allais me couvrir de ridicule. Je n'ai pas de conversation et ce soir-là, autour de la table, il n'y avait que de jeunes et beaux esprits, prêts à rivaliser d'intelligence, de culture, de finesse. Des hommes de lettres. J'étais la seule femme, je devais me reprendre. Les raisons qui m'avaient poussé à venir ne s'était pas évanouie avec ma crainte. Je ne pouvais demeurer recluse, éternelle, studieuse, accrochée à son écritoire. Il fallait bien sortir, se montrer, se divertir. Une célébrité naissante s'entretient. Rien ne peut se faire
sans relation et connaissance. Ma position littéraire n'était pas assurée, je n'avais publié que 2 romans, et je refusais de retourner vivre en province, oisive et inutile, enfermée dans un cercle d'odieuses petites préoccupations. Le temps de raffermir mes résolutions, le directeur de la revue Bulose m'a entraîné vers un bel homme aux cheveux blonds, bouclés, très élégant. Je l'ai reconnu immédiatement grâce aux descriptions qu'on m'en avait faites. Elle sous-estimait la réalité. Svelte et de taille moyenne, il était vêtu avec un soin extrême, un habit vert bronze à boutons de métal, une chemise en batiste ornée d'une étroite cravate de satin noir qui faisait ressortir son teint lumineux et l'arrangement soigneux de sa chevelure, dont les boucles ambrées ondulaient sur son front et descendaient en grappe vers ses épaules. Sa figure noble et gracieuse reflétait l'éclat de sa jeune gloire. J'ai enfin compris l'insistance de Bulose d'accepter cette invitation. Un guet-apens, j'avais pourtant refusé de le rencontrer il y a un mois. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'un dandy brillant et snob pourrait me plaire ou que je pourrais lui plaire? Quelle blague! Musset a une réputation détestable. Malgré sa jeunesse, on lui dit grand séducteur, débauché, volonté cynique et railleur. Ce n'est pas le moment de m'afficher avec un homme pareil. Quelle erreur, mon Dieu! Si la société avait admis avec peine mon émancipation d'avec monsieur mon mari et ma liaison avec Sandeau, j'ai été éreintée après l'épisode Mérimée. Tout Paris en a fait des gorges chaudes. Je ne peux pas me permettre une autre aventure, ni aucune fréquentation suspecte. Que Bulose aille au diable, avec ses soucis de vente et de publicité. Je suis déjà assez scandaleuse comme ça. Cette concierge de Sainte-Beuve est accourue vers nous, pressée de voir comment nous nous en sortions. Même si je l'adore et si j'écoute ses conseils avisés, je sais que parfois il se conduit telle une commère. Bulose m'a présentée comme une jeune et nouvelle recrue de sa revue. « Je suis sûre que vous connaissez déjà son œuvre, bonimenta-t-il. Mais peut-être ne savez-vous pas qui se cache derrière George Sand. » Je suis très honoré, madame, de rencontrer l'auteur d'Indiana et de Valentine. Point n'est besoin de vous présenter, je vous ai reconnu tout de suite. Il y a peu de femmes avec une aussi noble figure dans nos cercles littéraires. Quel flatteur, Bulose me déclarait jeune, mais j'ai au moins 6 ans de plus que le prodige de la poésie. Et comme je devais paraître novice et maladroite à côté de ce beau jouvenceau si richement doué. Ma modeste prose ne peut se comparer un instant avec vos admirables vers. Réussis-je à balbutier. Avec un charmant geste de la main, Musset m'a fait signe de me placer à ses côtés. C'est bien ma veine. J'aurais préféré Alexandre Dumas, le géant aux cheveux crépus, est un joyeux convive. Sa nature expansive le conduit à avoir l'air en représentation en permanence du genre. Me voilà, regardez-moi bien, écoutez-moi, car je vais vous conter d'incroyables aventures qui me sont arrivées. Sans qu'on sache au bout du compte s'il exagère, s'il invente ou si ce qu'il raconte est véridique. En tout cas, s'il brode, c'est dans le but d'amuser son auditoire. On passe un joyeux moment en sa compagnie, alors on lui pardonne tout. Mais au lieu de Dumas, Sainte-Beuve, assis à ma droite, m'a vendu l'article Musset. À 23 ans, l'enfant choyé du fameux cénacle de l'Arsenal est déjà l'auteur d'œuvres admirables qui l'ont classé définitivement parmi les plus vigoureux artistes de ce temps. Notre critique nationale s'est enthousiasmée. Son style possède une vertu d'ascension merveilleuse qui transporte le lecteur là où aucun écrivain laborieux ne peut l'entraîner. Grâce à lui, le ciel de la poésie française se peuple d'anges géniaux. Il est vrai qu'avec sa belle tête rose et blonde de chérubin, il est l'image divine du génie adolescent. J'ai donc fait contre mauvaise fortune mon cœur et j'ai appliqué la recette maintes fois éprouvée en face d'un auteur en vogue. Laissons-le parler de lui, c'est ce que les hommes savent le mieux faire. Sage stratégie, ce jeune homme s'est révélé un ravissement non seulement pour les yeux, mais aussi pour l'esprit. Quelle élégance, quelle liberté de ton, avec cette irrésistible pointe d'insolence de la jeunesse, alors que l'on servait des vol-au-vent, accompagné d'un vin de Bourgogne, il a raconté avec une belle fantaisie ses déboires au théâtre. Après le succès de son premier recueil, le directeur de l'Odéon lui avait demandé une pièce neuve et hardie. Auréolé de son triomphe de débutant audacieux, il avait tenté un coup d'éclat en lui donnant « La nuit vénitienne », un four complet. Dès la seconde scène, les sifflets avaient coupé les acteurs, puis des cris, des battements de pieds, des ricanements aux meilleurs endroits. Un malheur ridicule avait achevé le cadavre, qui bougeait encore. L'héroïne s'était appuyée contre un treillage vert dont la peinture n'avait pas eu le temps de sécher. Je vous laisse imaginer le spectacle de l'actrice retournée face au public avec le grillage imprimé sur sa robe de satin blanc. La salle prise de fou rire ne voulut pas en entendre davantage. La pièce fut retirée de l'affiche. Il a gardé une longue rancune au théâtre, mais en fait un atout. Il a envoyé valser les exigences matérielles de la représentation et compose maintenant des textes destinés non à la scène, mais à la lecture. On peut voir ces pièces sans quitter son fauteuil, s'amuse-t-il. Bulose a raconté que l'imprimeur, en homme pratique, s'était effarouché vivement à la lecture des épreuves. Sa réaction a été de dire que ces pièces ne ressemblaient à rien. Le décor changeant presque à chaque scène, une place publique avec un grand feu allumé au milieu, une plaine, un chemin creux dans une forêt, un salon, une route, une terrasse et j'en passe, des spectacles injouables. Mais quelle parole libre et agile dans le drame! Que de dialogues vifs et drôles dans la comédie! C'est tellement novateur, a déclaré Sainte-Beuve. Charmé de vos compliments, mais il ne faut rien exagérer, a tempéré modestement l'auteur.
En littérature, tout a déjà été écrit, même si la nature se renouvelle chaque saison. Elle reste la même, il n'y a rien de véritablement nouveau sous le soleil. Le moderne remplace l'ancien, qui redeviendra moderne un jour. Finalement, il n'y a que l'homme qui vieillisse. Je revendique juste quelque audace dans la forme. Il en faut. L'antiquité des classiques et le gothique des romantiques ne rajeuniront rien dans l'art. Pendant que les serveurs s'agitaient autour de nous et servaient un poisson sauce Régence, Sainte-Beuve a joué son couplet sur l'absence d'école littéraire en France. Il regrettait qu'il n'y ait plus d'autorité ni de pouvoir moral. Chaque auteur cherche fortune et ferait son chemin au hasard comme il l'entend. Alors que j'estimais cette diversité une richesse, il jugeait cette anarchie un gâchis, chaque œuvre démentant celle du voisin. Selon lui, les cadres et les traditions forment des guides utiles à la production artistique. Assez vivement, Musset a répliqué que l'article inspiré n'a nul besoin de règles. Il n'est pas comptable de son œuvre devant les personnes incapables de comprendre que l'étincelle divine brille à son front. Le critique allait répondre à l'impertinent lorsque, comme un signe du ciel, bénédiction ou réprobation, Dumas avala une arête qui, placée en travers de sa gorge, menaçait de l'étrangler. Nous nous empressâmes autour de lui, nous efforçant en vain de le secourir. Musset offrit d'aller quérir une sorcière dans la cour des miracles qui le délivrerait grâce à ses doigts crochus et quelques paroles kabbalistiques. Les rires remplissaient la salle tandis qu'Alexandre râlait. Rendu furieux par la plaisanterie alors qu'il agonisait, il eut une telle réaction de révolte que l'arête passa. Une fois les convives revenus à leur place, nous fûmes attentifs au contenu de nos assiettes afin que pareilles mésaventures ne se reproduisent pas. Puis Musset se tourna vers moi m'entretenant de mes œuvres. Votre regard sur la société est profond, net et sûr. Les nuances du monde parisien y sont habilement observées. Pourtant, il me semble que vous venez du Berry, n'est-ce pas? Comme je ne répondais pas, prenant mon temps afin de ne pas dire une bêtise, Bulot s'est exclamé. Cela se voit, dans sa vie, elle fait preuve d'une prudence toute berrichonne. Heureusement que son mari nous l'a laissé, Paris a gagné. Votre position est peu ordinaire, commenta le poète. D'après ce que j'ai entendu dire, vous ne vivez plus avec votre époux? J'ai un arrangement avec lui. Il m'a laissé libre de mener la vie parisienne et artistique que je souhaitais. Il me devait une pension que j'ai exigée. Je partage désormais mon existence entre mon petit logement parisien et Nohant. C'est donc un homme extraordinaire, j'ai ri. Il pensait que c'était un caprice, il s'est trompé. Même si j'aime la campagne et le Berry, j'ai besoin d'une vie intellectuelle et d'indépendance. Je vous comprends, moi aussi, je déteste la province, l'ennui. Il me faut du mouvement autour de moi, des plaisirs, sinon la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Nous faisons partie d'une jeunesse désespérée. Il a dit cela avec un grand éclat de rire, en s'emparant du vin devant lui. C'est pourquoi il faut s'enivrer. Cette bouteille ne demande qu'à nous délivrer ses faveurs. Il a versé dans nos verres vides de larges rasades et poursuivit. Jadis, on demandait à un soldat, à quoi crois-tu? Et il répondait à moi. Aujourd'hui, la jeunesse de France répond à rien. Vous exagérez, bougonna Bulose, sans que je sache s'il parlait de ses propos ou de sa prodigalité sur les boissons. Après tout, c'était lui qui réglerait la note. Mais non, reprit le jeune homme. Notre génération est née sur le déclin de l'Empire. La religion a été emportée par les Lumières. Nous n'avons donc ni les séductions de la gloire napoléonienne, ni les promesses du salut. Derrière nous, il y a un passé détruit qui s'agite encore sur ses ruines. Avec tous les fossiles des siècles de l'absolutisme. Devant, il y a l'aurore d'un immense horizon, les premières clartés de l'avenir, un espoir de liberté. Pour l'instant, nous sommes entre deux mondes, entre le passé et l'avenir, qui ressemblent à tous deux à la fois. L'on ne sait à chaque pas que l'on fait si l'on marche sur une semence ou sur un débris. La jeunesse serait marquée par le refus du passé, l'incertitude de l'avenir et le dégoût du présent, a résumé le philosophe Théodore Jouffroy, resté jusque-là en retrait. Qu'en termes prosaïques, la chose est bien dite, a-t-il ironisé. D'après vous, intervins-je, le monde est mauvais et toute tentative d'y remédier est vaine, et donc vous seriez condamné à la bamboche, au libertinage, sinon vous sombrez dans un désespoir sans fin. Excellent, triompha-t-il. Voilà une apologie de la débauche inédite, ne pus-je m'empêcher de remarquer avec un sourire moqueur. Vous avez raison, se reprit-il joyeusement. Je ne suis qu'un enfant gâté, je ferais mieux de me contenter de déclamer des poèmes, je ne suis pas fort en analyse politique. Au lieu de me satisfaire de sa gentille contrition, j'ai continué à pontifier de façon moralisatrice. Hugo, dans sa préface à Hernani, encourage les jeunes avec une phrase du genre « Si dur que soit le présent, l'avenir sera beau ». C'était stupide de ma part, puisque Musset est brouillé avec le cénacle de l'Arsenal. Les romantiques lui reprochent de s'être éloigné d'eux et de les avoir moqués avec son ton désinvolte et sa fantaisie capricieuse. Il m'a contemplé avec un sourire carnassier avant de déclarer. J'ai admiré les soleils couchants, les cathédrales gothiques, les chevaliers, j'ai sacrifié au culte du Moyen-Âge et j'ai juré par les tours de Notre-Dame. Mais cela m'a passé, je n'ai guère pris au sérieux les accessoires de la boutique romantique et les cours de morale de Victor encore moins.
Vous êtes trop sévère avec votre génération, a tempéré le professeur Jouffroy. Elle a assisté à la lutte de la Restauration contre la démocratie, tandis que des idées lumineuses et fécondes renouvelaient les fondements de la philosophie, de la littérature, de la réflexion politique et sociale. Un puissant mouvement révolutionnaire a rompu ses chaînes pour s'élancer vers l'avenir. Après les journées de juillet, le respect, les traditions, les croyances semblent s'être écroulés. Un nouvel état d'esprit a tout remis en question, c'est fascinant. Alfred n'y a aucunement contribué, je vous le garantis, a rigolé Bulloz. Vous voyez le poète perché au sommet d'une barricade, telle la liberté guidant le peuple? Ah, mais moi, j'y étais, a rappelé Dumas, qui s'était parfaitement remis de son mal de gorge et devait estimer dommageable qu'on ne parle plus de lui. Il y a peu, il avait participé aux émeutes parisiennes au moment des fusillades du général Lamarque, un député de l'opposition. Les insurgés mécontents du nouveau régime, dont il jugeait qu'il ressemblait trop à l'ancien, avaient de nouveau fait fleurir des barricades à la Bastille et au faubourg Saint-Antoine. Les soldats avaient répliqué, le sang avait coulé, Dumas avait été dénoncé à Louis-Philippe comme républicain. Un journal légitimiste avait même annoncé son exécution après avoir été pris les armes à la main. La nouvelle était fausse, bien entendu. Un aide de camp du roi avait prévenu le mort-vivant que l'éventualité de son arrestation avait été sérieusement discutée. On lui conseillait d'aller se faire oublier à l'étranger. Après plusieurs mois en Suisse, il avait commis des impressions de voyage épiques et truculentes. À l'auberge de Martigny, il prétendait avoir dégusté un beefsteak d'ours, un menu issu de son esprit imaginatif et farceur. Le tenancier s'était plaint des moquerie dont il faisait l'objet depuis la publication du récit. Il avait nié catégoriquement avoir jamais servi cette espèce de viande et avait précisé que le dernier plantigrade de la région avait été abattu 3 ans avant le voyage d'Alexandre. Ce à quoi l'intéressé avait répliqué qu'un aubergiste français eût payé au poids de l'or une réclame si merveilleusement réussie. Il eût pris pour enseigne « au beefsteak d'ours » et il eût fait fortune. De même, je ne suis pas certaine qu'il ait réellement pris les armes contre le régime, peut-être tout simplement passait-il par là quand les barricades se sont élevées. Il a de multiples façons d'être dans l'opposition, assura-t-il. Alfred est plus à l'aise dans une salle de bal que sur des barricades. Il n'a pas boudé mon carnaval. Dans l'idée de damer le pion à la monarchie qui donnait chaque année, au moment de Mardi Gras, un grand bal costumé aux Tuileries réservé exclusivement aux personnages nobles et politiques conviés par Louis-Philippe, Dumas avait invité chez lui à peu près tous les artistes de Paris et personnalités exclues par le régime. Je n'étais pas présente, souffrante et goûtant peu ces grandes réunions. On en parle encore comme l'événement de l'année. En un jour et une nuit, Delacroix et Boulanger avaient enluminé les murs avec les portraits du roi Rodrigue, des scènes de la tour de Nesle et de Lucrèce Borgia. La chasse dans la forêt de la Ferté-Vidame avait fourni 9 chevreuils, offrant ainsi sans bourse délier les pièces du souper. Le soir, les salles s'étaient remplies, comme par enchantement, de costumes de toutes les nations et de tous les âges. On avait festoyé et dansé jusqu'au petit matin. Bulloz a renchéri. Alfred connaît le sujet des bals par cœur, il pourrait aussi nous pondre un guide complet des cafés de Paris. Il est le spécialiste du bonheur à grand orchestre, capable de passer 3 ou 4 jours sans dormir, en courant dans tous les établissements à la mode, et à finir au petit matin chez une jolie femme de mauvaise vie ou non. Agacé qu'on parle de lui comme s'il n'était pas là, le jeune homme a répliqué. Alexandre avait installé chez lui la fête élégante de l'intelligence et de l'art. Nous n'étions ni chez un banquier, ni chez un général d'Empire, encore moins chez les perruques du faubourg Saint-Germain, mais dans l'intimité des muses et des génies. Je ne suis pas homme à parler sans cesse de chiens, de coqs, de femmes et de chevaux, ou à exhiber des gilets délirants et des binocles d'or émaillés. J'ai aussi une pensée et un estomac. Après le poisson qui m'avait rassasié, nous fûmes généreusement servis d'un civet de lièvre. Mon corset allait craquer, ou j'allais m'évanouir, et le poète allait inventer quelques remèdes farfelus à mes dépens. Il a poursuivi. Vous avez beau jeu de célébrer les révolutions. Lors des 3 journées de juillet, des gens ont tiré des coups de fusil dans une rue. Cela a cassé beaucoup de carreaux, les vitriers y ont trouvé du profit, mais en réalité, on ne sait pas si cette récolte a accouché de quelque chose. Après tout, ce n'est que la famille d'Orléans qui a succédé à la branche aînée des Bourbons. C'était bien la peine de déplacer tant d'honnêtes pavés qui ne demandaient rien à personne. Jouffroy a tenté de corriger les lèvres récalcitrants. Le caractère peu sanglant de la Révolution et sa rapidité peuvent faire oublier les répercussions profondes qu'elle a entraînées. Sans doute y a-t-il toujours un roi, des ministres, des députés, des pairs, mais ces divers noms ne recouvrent plus exactement les mêmes choses. La bourgeoisie devient l'élément prépondérant dans la vie du pays. Ruinée par juillet, l'aristocratie se terre dans ses châteaux de province où elle boude parce qu'elle a perdu à la fois le pouvoir politique et la puissance économique. « Bah !» a fait notre jeune poète, balayant l'argumentaire d'un éclat de rire. « C'est la sottise des hommes qui, depuis 3000 ans et peut-être bien plus, ont toujours été gouvernés, et qui, cependant, n'ont pas encore pu trouver un mode de gouvernement qui les contente. » Je vous le prédis, a poursuivi le sérieux Jouffroy. Nous sommes à l'aube d'une profonde évolution du pays. Voyez l'essor des affaires et de l'industrie, tous ces magasins qui se développent, ces nouvelles marchandises produites en quantité, ces moyens de transport qui bouleversent l'acheminement des choses et des personnes. « Oh !» a fait le poète Auguste Barbier, le dernier à n'avoir pas encore pris la parole.
Avez-vous vu ces remorqueurs qui tirent des chariots sur des rails grâce à la force motrice de la vapeur? Des espèces de forges roulantes aux tuyaux dressés comme une trompe d'éléphant en colère, d'où s'échappent des pluies d'étincelles et des panaches de fumée. C'est la même technique que sur les navires, mais sur terre, a ajouté Jouffroy. Il paraît qu'on doit dire locomotive pour ce cheval de vapeur. En Angleterre, il y a même des passagers qui vont embarquer dessus, parcourant tous les jours les 10 lieues de Liverpool à Manchester. Un premier essai a réussi en France sur le chemin de Saint-Étienne à Roanne. Avant peu, le négociant de Lyon arrivera à Paris en 15 heures au lieu de 3 jours. Aujourd'hui, que tout est à la vapeur, pourquoi ne fait-on pas un gouvernement à la vapeur? A plaisanté Musset, il s'est tourné vers moi. Et vous, madame, qu'en pensez-vous? Vous que l'on dit partisane des nouveaux réformateurs proches des Saint-Simoniens. Mon cerveau s'est alors mis en état d'alerte. Je sais que dans ces cercles, on ne goûte guère les utopies sociales qui fleurissent en ce moment. Je ne connais absolument rien aux choses de la politique. Je suis très ignorante sur ces sujets. Cependant, les efforts que déploient en ce moment certains penseurs comme Saint-Simon, Enfantin et Fourier, qui réfléchissent à l'amélioration de nos sociétés, me semblent intéressants. J'aime les Saint-Simoniens par sympathie plus que par raison. En réalité, mais je n'allais pas m'étaler là-dessus pendant ce dîner. Je suis absolument d'accord avec le comte de Saint-Simon quand il rejette l'oisiveté de certaines classes de la société et prône l'avènement d'une aristocratie formée des savants, des artistes, des producteurs de toute espèce. Le progrès est issu du travail, quel qu'il soit, manuel ou intellectuel, guidé par l'intelligence humaine. Les plus indispensables à une société sont les travailleurs, des champs, de l'atelier et du bureau, des plus riches aux plus modestes. Le paysan est un producteur qu'il convient de protéger contre le propriétaire rentier, l'ouvrier contre l'actionnaire vivant de dividendes. La nouvelle société se bâtit grâce à ses producteurs contre ceux qui possède sans rien faire, et son but doit être l'amélioration de tous, y compris la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Par sympathie? S'est étonné Musset. Ou par charité chrétienne, devrais-je dire. Qui ne peut souhaiter une tendance à l'amélioration sociale, une meilleure redistribution des richesses, davantage de partage et d'égalité? Qui ne voit qu'après les journées de juillet, la spéculation, la célébration de la richesse et de sordides appétits matériels se répandent très largement? Aujourd'hui, on se préoccupe davantage du profit que de gloire ou de justice. On ne songe qu'à faire rapidement fortune. C'est parfaitement exact. Vous croyez que c'est Louis-Philippe qui règne? Eh non. C'est la toute puissante pièce de 100 sous, s'est écrié Alexandre. Et alors? A rétorqué Jouffroy. La fortune rend heureux, améliore les conditions d'existence et conduit à la liberté. Dans sa marche vers le progrès, la civilisation a confié à la bourgeoisie le soin de la faire avancer. Autrefois, c'était le clergé, les classes nobles et privilégiées. Maintenant, le rôle du prêtre et du noble étant usé, c'est le bourgeois qui entre en scène. Peut-être ne suis-je pas assez intelligente ni assez savante pour comprendre tout cela, repris-je prudemment. Je préfère m'intéresser aux sentiments, à la psychologie, à la vie ordinaire. Vous avez raison, quelle barbe, les politiques, les philosophes et les économistes. Il n'y a qu'un seul sujet qui vaille, l'amour. Pense-t-il, comme le héros de son poème Namouna, que la femme n'est qu'un passe-temps, une façon de tuer le temps? Ou bien, sous son masque de don Juan railleur et méprisant, adore-t-il les femmes? Ses vers sont plus vécus que rimés. Il galope insolemment à travers la grammaire et la rhétorique. On y sent une sensibilité extrême. Voilà une curiosité qui mériterait d'être explorée, mais je dois m'en garder. Cependant, mon cher Alfred, a corrigé Sainte-Beuve, vous feriez bien de ne point tordre le cou à l'histoire. Dans votre dernière production, vous faites mourir Michel-Ange avant le peintre André del Sarto. Vous inventez de toutes pièces une visite d'envoyé de François Ier auprès de ce dernier, et vous le faites succomber à l'amour et non à la peste comme il est arrivé. C'est un drame un peu bâclé, admit Musset. Je l'ai écrit très vite. Notre cher Bulloz a besoin de phrases et moi j'ai besoin d'argent comptant depuis le décès de mon père. La comédie suivante a été faite également en peu de temps, si j'en juge par le court délai entre les deux publications. Ces caprices sont d'une drôlerie merveilleuse. Il faut croire que mon caractère me porte davantage vers la comédie que vers la tragédie. Je trouve pourtant émouvante l'histoire d'André qui meurt afin d'assurer le bonheur de sa femme, dis-je. Eh Marianne, me demande-t-il, qu'en pensez-vous? Je ne l'ai pas encore lu, mentis-je. À la vérité, même si l'esprit des répliques et l'intrigue sont réussis, l'héroïne, orgueilleuse et capricieuse, ne me plaît guère. Et puis, quelle idée de comparer la femme à des objets, une rose du Bengale, un vase précieux scellé comme un flacon de cristal. Déjà, dans une précédente pièce, je me souviens qu'il en parlait comme un clocher à conquérir. Il faut qu'enfin les hommes apprennent à ne plus nous considérer comme des potiches. Je dois reconnaître cependant que sa Marianne n'est point sotte et a de la répartie. Vous avez tous les deux en commun le fait de parler du couple, reprit Sainte-Beuve, éternelle entremetteuse. Marianne se rebelle devant la légèreté d'Octave envers les femmes et contre son despotisme et contre le despotisme de son époux. De la même façon que vous, Georges, Alfred peint l'amour extra-conjugal, celui du cœur et des sens, comme le seul véritable.
Autrefois, on jugeait que des relations libres et exemptes d'entraves, des mœurs faciles et simples, sans hypocrisie et sans morgue, étaient le meilleur et le plus salutaire moyen de donner aux jeunes gens des idées de société convenables. Il semble qu'on soit revenu là-dessus, c'est bien dommage, la morale publique et les interdits de classe s'y sont substitués, il y aurait de quoi se faire saint-simonien, puisqu'il prône la réforme du mariage et l'égalité entre l'homme et la femme. Ce jeune poète est décidément plus profond et plus grave qu'il ne veut le laisser paraître. Je ne désirais point m'étendre sur le sujet, mais je sais pouvoir devenir très ennuyeuse dès qu'on l'aborde. Les lois qui régissent l'existence de la femme dans le mariage, la famille et la société sont barbares. Elles maintiennent l'épouse dans une position inférieure insupportable. Je dois demander à mon mari l'autorisation pour tout, l'argent, mes actions, mes voyages, mes loisirs. Mon existence est entre ses mains, exactement comme adolescente je l'étais vis-à-vis de ma grand-mère puis de ma mère, lorsque cette dernière est morte. Lorsque ma grand-mère est morte. Nous, les femmes, sommes considérées comme des éternels enfants, jusqu'à ce que la mort nous délivre de notre tutelle. Ma grand-mère et ma mère ont été veuves très jeunes. Elles ont vécu longtemps seules et se sont débrouillées parfaitement. J'ai eu pour modèle des femmes fortes. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis si indépendante moi aussi, et je ne m'en laisse pas compter sur la prétendue inaptitude des femmes à certaines choses. Le dessert fit diversion, un punch gigantesque, flanqué de toutes sortes de variétés de glaces et de gâteaux, des choux à la crème, des éclairs, des tartes aux fruits, des puddings au rhum, pour sacrifier à la mode anglaise, des sablés, etc. Musset se leva, son verre à la main, il improvisa un toast en verre. Que j'aime ces beaux choux qui battent la campagne, aux ponges bien servies et vous, garçons, du vin d'Espagne. Et comme j'aime aussi sous le vase d'albâtre, où dort dans les glaçons le champagne mousseux, le pudding entouré de sa flamme bleuâtre, salamandre joyeuse qui égaye nos yeux. Laissons nos regards avec le vin coulé. Dieu merci, ma raison commence à s'en aller. On applaudit à la fois le dessert et le poème. Seigneur, je ne pouvais plus rien avaler, j'allais éclater. Je me suis contentée d'un sorbet rassasié et épuisé. J'ai abrégé la soirée en prétextant les maladies de mes enfants. Maurice venait d'attraper la grippe, Solange la coqueluche. Ils étaient rétablis, mais je subissais le contre-coup des soins donnés. Je suis rentrée toute étourdie, pleine de la gaieté spirituelle de mon voisin de table. Il est fascinant, quel séducteur, à la fantaisie incarnée. Il se moque de tout, il est cultivé, impertinent, drôle. Au moment de mon départ, alors que Sainte-Beuve me demandait encore des nouvelles de Sandeau, il l'a appelé Sainte-Bévue. Impossible de me mettre au lit malgré la fatigue. Ces pages sont le fruit de mon excitation et de mon insomnie. C'est ce qui s'appelle brûler la chandelle par les deux bouts. Paris, le 24 juin 1833, Alfred. On rappelle que la partie qui vient d'être lue était intitulée Paris, le 23 juin 1833, Georges. Donc c'est le même jour, mais écrit par Alfred. Ce soir, je me suis trouvée à souper auprès d'une femme la plus charmante et la plus distinguée dont le souvenir me soit resté. Après ce dîner, malgré les sollicitations pressantes de mes compagnons de nuit, je n'ai pas eu le cœur à m'enivrer davantage. Je suis rentrée chez moi comme un sage garçon. J'ai fouillé ma bibliothèque et j'ai ressorti un volume de cette si fascinante personne. Je l'ai relu. Indiana d'une traite. Comme l'année dernière, je l'ai jugé trop sentimental et parfois invraisemblable. Dès les premières pages, j'ai trouvé des lourdeurs dans le style, des imperfections, des adjectifs trop nombreux et des phrases longues. Mais il y a un je ne sais quoi qui intrigue, qui emporte, comme elle, comme sa présence. Elle sait décrire des scènes saisissantes, les remous de l'âme, les affres de la volupté et de l'amour chez les amants. Par exemple, cette scène qui précède le suicide de Noun, séduite par Raymond amoureux de sa maîtresse Indiana. Quelle hardiesse tout de même que l'histoire de cette servante qui paraît des habits de celle-ci, introduit Raymond jusque dans la chambre à coucher de celle-ci, lui sert à souper et se livre à lui, crédule, quand sous l'effet de l'ivresse il lui prodigue des caresses qui dans sa pensée sont adressées à sa rivale, puis détrompée au matin. Éclairée sur les sentiments véritables de celui qu'elle aime, elle s'enfuit éperdue de douleur et va se jeter dans la rivière quel étrange récit, et pourtant elle parvient à nous y faire croire. Sand, quand tu l'écrivais, où donc? L'avais-tu vu, cette scène terrible? Où Noun, à demi nue sur le lit d'Indiana, s'enivre avec Raymond? Qu'est-ce qui me prend? Me voilà à l'aube, assis à mon pupitre, en train de noircir des pages de verre. Impossible d'aller au lit et de m'endormir, 1000 pensées agitent ma pauvre tête. J'avais des préventions contre elle, je me défiais de la romancière et de sa légende tapageuse. Ni ses manières, ni ses écrits ne m'attiraient. Comme il n'y a pas d'endroit sous le ciel... Note. Remarque, souvent il y a des passages en italique, ce qui donc doit signifier sans doute que ce sont des textes directement extraits d'écrits de Musset. Mais je ne le dis pas, cela coupe trop la lecture. Fin de note. Comme il n'y a pas d'endroit sous le ciel où l'on s'occupe de son voisin autant qu'à Paris, on m'avait raconté que la châtelaine patiente et rêveuse de Nohant s'y transformait en étudiant imberbe, aux cheveux coiffés d'un béret de velours, vêtu d'une redingote de bousingot, arborant la cravate rouge et comme toujours la cigarette aux lèvres. Habillée en homme, elle courait la capitale avec ses amis, laissant au loin dans le Berry son fâcheux mari, le sieur du devant, pour vivre avec son amant. Elle se grisait d'air et de liberté et semblait travailler beaucoup. Son costume était la moindre de ses libertés. À peine dissimulait-elle sa liaison, maintenant il paraît qu'elle l'a abandonné lui aussi, et on raconte qu'elle a eu Mérimée, et l'a renvoyé aussitôt, dépitée par l'expérience manquée.
En la lisant ou en écoutant les ragots, on pouvait légitimement se demander si elle n'avait jamais rencontré un homme convenable. Ces héros me déplaisaient. Mais ce soir, à la relecture, je suis revenu sur mon jugement. Indiana me paraît une peinture pas si mal ficelée de nos déboires sentimentaux. Il faut certainement avoir beaucoup vécu pour pouvoir écrire des pages pareilles. De sa plume, elle ouvre le cœur humain, elle y fouille le tréfonds afin de dire ce qu'elle aura senti, ce qu'elle aura rêvé. Georges, qui donc te la dictait cette page brûlante, où l'amour cherche en vain d'une main palpitante, le fantôme adoré de son illusion? En as-tu dans le cœur la triste expérience? Ce soir, au début réservée, silencieuse, un peu sèche et sans liant, elle s'est révélée vive et gaie, une fois apprivoisée et en confiance, avec un air de gamine résolue. Vêtue d'une robe charmante qui met en valeur son teint mat, elle n'a pas les mauvaises manières qu'on lui prête. J'ai adoré la regarder. N'y a-t-il rien de plus gracieux qu'une jolie femme dont le bras potelé s'avance doucement, s'arrondit comme un col de cygne pour porter à ses lèvres un verre aux mille facettes éblouissantes. Rien de plus fascinant que le spectacle des gouttes rubis du vin qui viennent se perdre dans sa bouche entr'ouverte. Elle portait un petit poignard suspendu à la ceinture, détail pittoresque qui indiquait sans doute une volonté de ne rien faire comme tout le monde. Avec d'admirables cheveux noirs aux reflets de bronze, un petit menton volontaire, Georges n'est ni laide ni belle, elle a une tête singulière, mais les traits ne comptent pas à ses yeux, absorbent immédiatement l'attention de son interlocuteur. Ils occupent l'ensemble du visage, ils sont immenses, sombres et impassibles, ils observent, ils inquiètent. Ils m'ont ensorcelé, lançant de ses regards longs à s'y noyer, 2 étoiles d'ébène, livrant sans crainte une âme sans mélange. Elle est loin d'être une femme excentrique et romantique, comme on en voit dans les milieux artistiques. Non, elle est bien plus que ça, aucune superficialité en elle, aucune affectation. Il est clair que l'indépendance règne au fond de son âme, obstinée et rangée, loin de son image scandaleuse. Elle est simple, généreuse, intelligente, une grande dame dont l'esprit et l'imprévu étonnent. Elle est charmante et inexplicable, au moyen de ne pas se laisser prendre à ses séductions irrésistibles. Pourquoi tant de détours? Je crois qu'elle me plaît, voilà tout. Vais-je m'embarquer dans une nouvelle aventure alors que j'ai expérimenté l'inconstance des femmes, leur cœur changeant, que j'ai souffert 1000 morts à cause de leur traîtrise? La dernière qui a été l'idole de mon cœur m'a causé de si vives souffrances que je me demande encore comment j'ai survécu. Seule l'exaltation de mon caractère qui m'a entraîné dans toutes les folies imaginables m'a tiré de ce gouffre. Je me suis rendu compte que j'avais aimé comme un fou, comme un sot. Et je m'étais promis alors de me contenter des filles faciles, sans sentiment, et de jouir de tous les plaisirs offerts par la capitale. Voilà la suprême sagesse. Et pourtant ces plaisirs sans fin ont un revers qui m'apparaît de plus en plus net. Le pétillement du vin de champagne devient un poison des vipères qui ruine les lendemains de fête. Les belles fringantes et ces viveuses pleines de désinvolture n'offrent qu'une jouissance fugace, vite dissipée. Les tables de jeu où coulent des flots d'or peuvent se transformer en un vestiaire misérable où des hommes perdent jusqu'à leur chemise. Au final, on se retrouve la tête pleine de cauchemars où les fées des orgies ont une bouche béante, un œil fixe et des mains crochues. On en revient à la sempiternelle question. Qu'est-ce qui vaut la peine de vivre? En réalité, il en est de l'amour comme des litanies. Jamais on ne les a finis une fois qu'on les commence, on ne peut plus s'arrêter. C'est un mal propre aux fruits défendus. L'amour est tout, l'amour est la vie au soleil, aimer est le grand point, qu'importe la maîtresse, qu'importe le flacon, pourvu qu'en ait l'ivresse. Quelle impression ai-je bien pu lui faire? Ma prétention est de passer pour blasé. En même temps que je suis plein de désirs et que mon imagination exaltée m'emporte souvent hors de toute limite. J'ai la réputation de ne faire aucun cas des femmes, d'être un jouisseur, mon plaisir est de me dénaturer, ou peut-être est-ce de l'orgueil. Pourquoi prétendre à ce qu'au fond je ne suis pas du tout ou si peu? Je ne nie pas cet état, il suffit qu'une pensée ou une action soit extraordinaire, qu'elle choque le sens commun pour que je m'en fasse aussitôt le champion au risque d'avancer les sentiments les plus blâmables. Je suis lassée de ces railleries et forfanteries incessantes dont j'en me vante. Elles finissent par me fatiguer moi-même. J'y trouve seulement un plaisir bizarre, mêlé de tristesse. Il y a constamment en moi un homme qui rit et un autre qui pleure. Il me semble l'avoir amusé, son ton enjoué et sa vivacité m'ont enchanté, alors qu'au début elle ressemblait à une de ces perruques poudrées de l'académie, incapable d'autre chose que de sérieux et de banalité. Et puis elle s'est laissée aller, elle s'est transformée. À mon écoute, il m'a semblé avoir le cœur plus À son écoute, il m'a semblé avoir le cœur plus satisfait, je ne sais pourquoi. Et puis, que faire? Un jour, c'est bien long, et demain? Et toujours l'ennui gagne, à quoi rêver au bain? Hélas, l'oisiveté s'endort, laissant sa porte ouverte, entre l'amour pour que la raison sorte. Il ne faut pas longtemps, la vie en un moment se remplit, on se trouve avoir pris un amant. Dante aimait Béatrix, Byron la Giuccioli, moi c'est elle que je choisis.
Je me suis Je me suis décidée à tenter le coup, à prendre le risque de tremper mon âme dans ces longs regards. Un mot du rédacteur en chef du Figaro m'était resté en tête. Il n'est pas malin de dire à une femme qu'elle est jolie. Le difficile, c'est de le lui prouver. L'un attaque en hussard la déesse qu'il aime, l'autre fait l'écolier, chacun a son système. Nous sommes tous deux gens de lettres, mes vers seront un viatique. J'ai donc fini mon poème que je compte lui envoyer, une bonne entrée à matière. Ce qu'éprouve Raymond, te le rappelais-tu, et tous ces sentiments d'une vague souffrance, ces plaisirs sans bonheur si pleins d'un vide immense. As-tu rêvé cela, Georges, ou l'as-tu connu? N'est-ce pas le réel, dans toute sa tristesse, que cette pauvre Noun, les yeux baignés de pleurs, versant à son ami le vin de sa maîtresse, croyant que le bonheur c'est une nuit d'ivresse, et que la volupté c'est le parfum des fleurs? Madame, je prends la liberté de vous envoyer quelques vers que je viens d'écrire en relisant un chapitre d'Indiana, celui où Noun reçoit Raymond dans la chambre de sa maîtresse. Leur peu de valeur m'aurait fait hésiter à les mettre sous vos yeux s'il n'était pour moi une occasion de vous exprimer le sentiment d'admiration sincère et profonde qui les a inspirés. Agréez, madame, l'assurance de mon respect. Après avoir cacheté ma lettre et l'avoir déposée dans notre entrée où ma mère la fera partir, j'ai dormi toute la matinée, j'ai déjeuné, fait une sieste. À mon réveil, un commissionnaire est venu me porter sa réponse. Je suis fière aujourd'hui d'avoir écrit quelques pages que vous avez lues, monsieur, et qui vous ont fait songer un instant. Ça commence pas mal. Mais outre le génie qui a présidé à vos créations, ces créations sont par elles-mêmes bien autrement belles que les miennes. Bon, un compliment. Vos peintures appartiennent à la jeunesse de l'âme. Comment dois-je le prendre? Je suis bien embarrassée de répondre aux questions du poète qui me les adresse, car je ne puis oublier que le poète a 20 ans, qu'il est assez heureux de douter encore pour interroger, et que j'aurais bien mauvaise grâce à lui révéler les tristes secrets de mon expérience. La fine mouche. Je tremblerais d'instruire davantage une âme si jeune et déjà si savante. Bien tournée, mais je ne demande qu'à m'instruire auprès d'elle, moi. Lorsque j'ai eu l'honneur de vous voir, je n'ai pas osé vous engager à venir chez moi. Je crains encore que la gravité de mon intérieur vous effraie et vous ennuie. Cependant, si dans un jour de fatigue ou de dégoût de la vie active, vous étiez tenté d'entrer dans la cellule d'une recluse, vous y seriez reçu avec reconnaissance et cordialité. Eh bien voilà une invitation bien troussée. J'y cours. Paris, le 27 juillet 1833, Alfred. Par rapport au chapitre précédent, plus 1 mois et 3 jours. Alfred. On est en juillet. Je reviens de souper chez Georges et je n'ai guère envie de dormir cette nuit. Il s'est passé trop de choses ce soir. 1 mois maintenant que je fréquente la plus adorable des femmes, celle qui me rend bon, qui m'améliore, qui me garde de mes mauvais penchants. Dès ma première visite au quai Malaquais, j'ai été envoûtée par ses yeux profonds, son beau front pâle, encadré de cheveux noirs et sa bouche têtue. Affublée d'une robe de chambre en soie jaune, manche kimono sur une chemise d'homme, ornée d'une cravate noire, babouche turque au pied, elle fumait des cigarettes tirées d'une petite blague algérienne posée sur un guéridon. Aucun signe de séduction. Elle m'écouta, parla peu et m'engagea à revenir. « Je n'ai d'intéressant à raconter, m'avait-elle dit, que si j'ai eu des chagrins. Je ne m'en souviens plus, n'ayant plus le temps d'y penser. Je suis très heureuse à présent puisque j'ai du travail et que j'aime le travail par-dessus tout. » Et c'est vrai, la substance noire de son encrier, c'est sa seule drogue. Elle passe de longues heures à écrire. Elle dit que contrairement à moi, dont les éclairs de génie fusent dans mes vers, elle fait de la prose, ce qui nécessite de la lenteur et de la réflexion. Elle vient de terminer un roman dont la revue a déjà publié plusieurs chapitres appréciés par Sainte-Beuve. Elle m'encourage à finir Rolla et à commencer autre chose. Exit la vie de dissipation dans laquelle je noyais mes chagrins. Moins de vie sociale, bienvenue à l'étude et l'écriture. Dans les premiers temps de notre rencontre, lorsque je ne revenais pas assez souvent la voir, elle avait soin de m'écrire et de me rappeler. J'accourais et je progressais dans son intimité. C'est ainsi qu'elle m'a fait porter son livre fraîchement sorti de l'imprimerie, avec pour dédicace, tome 1, à Monsieur mon gamin d'Alfred, tome 2, à Monsieur le vicomte Alfred de Musset. Le vicomte, c'est ainsi qu'elle se moque quand elle juge mes manières trop légitimistes. À la fin de ma lecture, je lui ai adressé ce compliment. Il y a dans l'Iliade des vingtaines de pages qui vont droit au cœur. Vous voilà Georges Sand, autrement vous eussiez été Madame une telle faisant des livres. J'ai affaire maintenant à mon cher Monsieur Georges Sand, qui est désormais pour moi un homme de génie.
histoire de rester dans la camaraderie à laquelle elle entend nous cantonner. Au début, son austérité m'avait effrayée. Était-elle prude, dévote ou philosophe? Était-elle de ces femmes de province ennuyeuses qui ne savent rien de ce qui se passe à 2 lieues à la ronde et qui vivent dans un certain cercle dont elles ne s'écartent jamais? Mais non. Malgré la simplicité de ce qui l'entoure, de ses meubles, de ses habits, on y reconnaît la mode, c'est-à-dire la nouveauté, la vie. Et que ce soit en littérature, en musique et presque en politique, il n'est rien dont elle ne parle bien et aisément avec impartialité et tolérance grâce à un esprit profond. Son intelligence vaste et libre plane doucement sur un cœur simple et sur les habitudes d'une vie retirée. En peu de semaines, une liaison étroite d'esprit nous a liés. Ouais, moyen. Une liaison étroite nous a rapprochés. Certes, elle est sérieuse, elle a l'air d'un sphinx bon enfant, mais elle aime la fantaisie et j'adore la faire rire. Elle aussi peut se révéler d'une drôlerie irrésistible, y compris à l'occasion d'événements navrants. Prendre la vie avec ironie, voilà qui me plaît. Il y a peu, Dumas avait répété dans tout Paris l'histoire de sa liaison avec Mérimée, qu'il tenait de Marie, en y ajoutant des détails peu charitables de sa façon. D'après lui, Georges aurait dit que ce grand littérateur était peu de choses au lit, et Prosper aurait laissé une pièce sur la cheminée en partant. Suite à ces racontards, cet idiot de planche, ce critique plumitif qui s'est tué les yeux à lire des grammaires et des dictionnaires étymologiques, avait sommé Dumas de lui rendre raison. Un duel avait été évité de justesse. Elle a eu le bon goût d'en rire dans une lettre facétieuse à notre cher Buloz, en voyage à Londres. Depuis votre départ, Dumas a tué Planche. Planche a fait un testament en votre faveur et vous a légué ses œuvres complètes en 42 volumes, in 8, composés d'un discours sur la modération, d'un traité sur les ophtalmies et d'une dissertation sur les racines grecques. Sainte-Beuve est sur le point d'épouser une jeune personne qui l'a enlevée. Monsieur Alfred de Musset s'est brûlé la cervelle après avoir perdu 37 000 francs au jeu. Avec malice, elle a prétendu être devenue veuve. J'ai eu le bonheur d'enterrer mon mari, je suis entrée dans la jouissance de mes biens et suis décidée à ne plus m'occuper de littérature. Menace de ne plus fournir de la copie, ma foi, j'aimerais bien. On pourrait faire autre chose que se tuer à la tâche. Elle a conclu. Voilà ce que c'est que d'abandonner la revue. Quand on revient, on ne trouve plus personne. En ce moment, je la vois presque tous les jours. Nos longues promenades et nos conversations sont pleines d'enseignements. Elle prétend écrire par amour du gain et que ses enfants lui donnent les seules joies réelles qui soient dans sa vie. Elle persiste à me juger, bien plus jeune qu'elle. J'ai 6 ans de moins, ce n'est rien. Il arrive quelquefois, ai-je plaidé, qu'on soit plus vieux que son visage, elle a rétorqué en riant. Et il arrive aussi qu'on soit plus jeune que ses paroles. Ne croyez-vous pas à l'expérience? Je sais que c'est le nom que la plupart des hommes donnent à leur folie, à leur chagrin. Que peut-on savoir à votre âge? Madame, un homme de 20 ans peut avoir plus vécu qu'une femme de 30. La liberté dont ils jouissent les mène bien plus vite au fond de toute chose. Ils courent sans entrave vers tout ce qui les attire. Ils essayent de tout. Elle a soupiré en regrettant qu'il n'en soit pas ainsi chez les femmes et m'a convié qu'elle aussi était avide de tout connaître. Elle avait appris à ses dépens qu'en effet le rôle assigné à son sexe n'encourageait pas cet appétit de vivre. Sa confiance et sa franchise m'enchantent. Je m'habitue à cette vie calme et régulière que je mène sous son influence. On travaille le matin, on sort l'après-midi, on dîne en bonne compagnie et on se couche plus tôt. Il y a dans le règlement des journées rythmées par une routine d'études, de promenades et de bonne camaraderie, dans cette juste répartition entre les exercices du corps et ceux de l'esprit, un charme infini pour mon cœur. Elle adore la nature, les plantes, les oiseaux. Elle prône la bonté et la bienveillance. Il faut que son entourage se porte bien autour d'elle, que chacun ait sa goutte d'eau, son rayon de soleil, pour qu'elle puisse être elle-même, gaie et heureuse comme un bon ange. Seul reproche que je pourrais lui faire, ses fréquentations, qui sont parfois douteuses. Viennent et passent, dans sa mansarde bleue, comme elle l'appelle, des provinciaux sales et frustres, ses amis du Berry et autres rustres indécrottables. Mais la perfection amie n'est pas plus faite pour nous que l'immensité. Parmi les habitués, il y a une espèce de campagnard sauvage, Boucoiran, le précepteur de sa fille, et Gustave Planche, le fameux critique. Leurs allures familières sont impossibles. La première fois que je fus reçu quai Malaquais, l'un était assis à la turque sur le tapis, l'autre couché de son long sur le canapé. Georges, sentant que leur mauvaise tenue lui pouvait nuire à mes yeux, s'était aussitôt relevé de son pouf et assise dans un fauteuil. J'avais pris soin de déployer mes manières de gentilhomme et d'affecter une courtoisie respectueuse dont elle me remercia du regard. Planche s'en était aperçue et, jaloux sans doute, avait lancé une plaisanterie blessante contre les gens du faubourg Saint-Germain, leur politesse surannée et leurs idées réactionnaires. « Ce monde que vous attaquez, répliquai-je, forme une classe considérable de la société de Paris et ce n'est pas la moins aimable. Je rencontre souvent dans cette compagnie des gens que j'ai reconnus pour avoir un cœur ferme, une âme noble et généreuse, et je ne saurais dire ce qui leur manque lorsqu'ils ont en outre l'esprit cultivé. » Et une tenue décente, avait ajouté Georges en riant.
Se croyant désavoué, Gustave avait quitté le salon, il avait boudé quelques jours, puis était revenu, il jouait au dandy avec des habits râpés et des mains sales. Comment une aussi belle figure, Balzac la compare à un Raphaël, peut-elle se négliger à ce point? C'est un grand homme en taille, à la figure blême, à la parole lente et saccadée, qui annonce un pédant, un critique redoutable et redouté de tout Paris, qui prône la rigueur et l'ascétisme, considère la capitale comme une Babylone moderne, connaît tout le monde et fait des sermons dans les salons, on l'écoute à genoux. Il y égrène des conseils littéraires, censeurs intransigeants, dotés d'une ineffable prétention et d'une énorme vanité, parlant du théâtre, il fustige l'Académie, resté confite dans les friperies mythologiques, et prétend qu'il n'y a pas aujourd'hui de comédie, ignorant somptueusement les miennes. Il ne resterait plus que le drame, résumé dans Victor Hugo, Alfred de Vigny et Alexandre Dumas, auteurs qu'il ne se prive pas de démolir. Je le surnomme Gustave le Cruel. Selon lui, Hugo dédaigne la vérité historique et psychologique, Dumas commet des inventions exagérées et des pièces mal construites, pourtant ils sont des conteurs prodigieux, personne ne s'ennuie avec eux. Alors qu'avec cette bûche, ne prétend-il pas que tout le problème de Georges vient de ce qu'elle pense en écrivant? Il dit que la pensée et la parole ne peuvent se faire ensemble, qu'il convient de séparer le travail du cerveau et celui de l'exécution littéraire. Et comment faire autrement, monsieur, je sais tout. Ce soir, voulant sans doute paraître aimable, l'irréprochable ouvrier en hémistiche, a même prétendu m'orienter dans la composition de mes poésies. Se pontifiant ma somme, j'ai rétorqué en vers. Si l'on juge mes rimes bien mauvaises, quant à ces choses-là, je suis un réformé. Je n'ai plus de système et j'aime mieux mes aises. Lassé et irrité de ces harangues, pour ne point m'énerver davantage, j'ai joué sur le tapis avec le chat gris de Solange. Il a abaissé sur moi son regard sévère et sans vie, faisant remarquer que cette façon de s'asseoir à terre et de jouer avec les animaux était très enfantine. C'est une manie très innocente, répliquai-je. Si l'on n'en avait que de pareilles, le monde pourrait aller tout seul, sans tant de gens qui veulent s'en mêler. La soirée finie, nous sommes demeurés seuls, Georges et moi. Dois-je m'en aller? Ai-je demandé. Je craignais qu'elle ne m'en veuille à cause de ma sortie contre Gustave. Elle m'a souri. Non, restez, je me résigne à vous supporter. Elle s'est mise à l'aise devant moi après avoir requis ma permission avec un ironique. Vous permettez, monsieur, sans façon? Sa camériste l'a aidée à se déshabiller. Elle a même changé de chemise et enfilé un de ces négligés pittoresques qui ne sied qu'à elle, entre quatre yeux, avec moi, qui aurait aimé en avoir 1000. Ne sait-elle donc pas ce qu'elle peut éveiller chez un homme, ou l'a-t-elle fait exprès? J'ai éprouvé plus d'une fois la tentation de lui avouer que je l'aime, mais je ne sais pourquoi, dès que j'y pense, je me sens une peur invincible. À demi allongée sur le sofa, les pieds sur des poufs, le dos calé dans les coussins, la contemplant en robe de chambre au milieu de toute cette tranquillité de son intérieur,